Imaginez un champ de bataille, pas un champ de sang et de cris, mais un lieu de silence et d'esprit. Il y a plusieurs milliers d'années, au cœur du tumulte de la Chine ancienne, un maître est apparu. Il n'était ni empereur, ni général renommé pour ses exploits guerriers, mais un murmure, une ombre qui enseignait « La véritable victoire ne consiste pas à vaincre l'ennemi, mais à le soumettre sans combattre ». Tel est l'univers de Sun Tzu, où la stratégie est la lame invisible, la plus meurtrière, et la sagesse l'arme suprême. Préparez-vous à percer les secrets d'un génie dont la voix résonne encore à travers les siècles, façonnant des empires et des esprits jusqu'à nos jours. Dans le contexte agité de la Chine antique, une époque déchirée par des conflits incessants entre royaumes belligérants, l'essence même de l'existence était la lutte. C'était une ère où le pouvoir se mesurait à l'aune des armées et où le destin de millions dépendait du tranchant d'une épée. Au milieu de ce tourbillon de fer et de sang, émergea une figure dont l'identité est aussi fluide que la pensée qu'il a léguée. Sun Tzu. Ni roi ni noble d'une lignée immaculée, mais un maître, un stratège, un philosophe. Son existence, pour certains, frôle le mythe. Pour d'autres, elle est la preuve vivante que l'esprit peut et doit surpasser la force brute. L'environnement dans lequel Sun Tzu aurait opéré était un échiquier de vie ou de mort, un cadre intemporel où chaque mouvement, chaque décision pesait sur le destin de civilisations entières. C'était une époque de philosophes itinérants et de penseurs militaires, où le taoïsme et le confucianisme commençaient à façonner la vision du monde chinois. Sun Tzu, toutefois, dépassait ces écoles de pensée en appliquant leur vérité au champ de bataille avec une précision chirurgicale. Il concevait la guerre non pas comme un chaos inévitable, mais comme une discipline, un système pouvant être compris, dominé et surtout évité. Cette perspective était révolutionnaire. Alors que d'autres recherchaient la gloire dans les duels et la terreur dans les massacres, Sun Tzu cherchait la victoire dans l'absence même du conflit. Le fruit de sa réflexion fut l'œuvre maîtresse que nous connaissons sous le nom de l'art de la guerre. Ce n'est pas un simple manuel tactique, c'est un traité philosophique, une méditation profonde sur la nature du conflit, du pouvoir et de l'être. Pour Sun Tzu, la guerre était le dernier recours, l'aboutissement d'une série d'échecs. La véritable maîtrise ne résidait pas dans la manière de combattre, mais dans celle de ne pas combattre. Dans ces rencontres entre maîtres, guerriers et ombres au cours des royaumes en guerre, Sun Tzu posait les fondements de la guerre comme discipline philosophique. Pour lui, la guerre était une science exacte, un calcul minutieux de variables. Terrain, climat, morale, approvisionnement, discipline. Chaque élément devait être pesé et considéré avant même que la moindre lame ne soit dégainée. Tel était le domaine de la sagesse, un champ où l'intelligence et l'anticipation valaient plus que 1000 épées. Un général comprenant l'essence de la guerre savait que le combat était un acte de gaspillage, de ressources et de vie. L'idéal était de désintégrer l'ennemi de l'intérieur, de miner sa volonté de se battre, de désorganiser sa stratégie sans qu'un seul coup ne soit échangé. La naissance de la pensée stratégique comme arme plus redoutable que n'importe quelle lame est au cœur de l'enseignement de Sun Tzu. Il observa que la force brute, aussi imposante soit-elle, reste toujours vulnérable. Des armées massives peuvent être dispersées par la faim, la fatigue ou la désinformation. Des généraux courageux peuvent être trompés et conduits dans des pièges. La véritable force réside dans l'adaptabilité, la ruse, la capacité de lire l'adversaire comme un livre ouvert et surtout de ne pas être lu soi-même. Les principes que Sun Tzu distille dans l'art de la guerre sont intemporels précisément parce qu'ils ne se limitent pas au contexte militaire. Ils s'appliquent à toute situation de conflit, de compétition ou de négociation. Le fondement de sa philosophie réside dans la compréhension que la victoire n'est pas une fin en soi, mais la conséquence d'une planification supérieure, d'une connaissance approfondie de l'environnement et de l'adversaire, et d'une capacité inégalée à façonner la réalité selon sa volonté. Sun Tzu nous invite à pénétrer un monde où le combat ne se livre pas avec des haches et des boucliers, mais avec l'esprit.
Il suggère qu'avant tout mouvement physique, la guerre est déjà en cours dans le domaine psychologique et stratégique. Le général qui comprend cela est celui qui triomphe avant même que le premier soldat ne foule le champ de bataille. Telle est l'essence du terrain de la sagesse, un prélude aux leçons les plus profondes sur la connaissance de soi, de l'ennemi et du chemin vers la victoire sans effusion de sang. L'héritage de Sun Tzu ne réside pas dans des conquêtes territoriales, mais dans la conquête de l'esprit humain, une arme qui, comme il l'a enseigné, est effectivement plus dangereuse que n'importe quelle lame. L'époque où Sun Tzu aurait vécu, connue sous le nom de période des royaumes combattants, était une ère d'innovation militaire incessante. Les cités-États se transformaient en superpuissances régionales et la guerre, passant de simples escarmouches locales, évoluait vers des campagnes massives impliquant des centaines de milliers d'hommes. La construction de murailles, l'invention de nouvelles armes de siège et le développement de formations de combat complexes étaient monnaie courante. Pourtant, au milieu de cette course aux armements et aux tactiques, Sun Tzu proposa une perspective qui, à première vue, semblait contre-intuitive. Celle selon laquelle le plus grand triomphe ne réside pas dans la démonstration de la force brute, mais dans sa transcendance par l'intelligence. Pour Sun Tzu, le champ de bataille n'était pas seulement une étendue de terre où s'affrontaient des armées. C'était un système complexe de variables, un microcosme du monde naturel et humain. Il enseignait que la compréhension approfondie du terrain de la sagesse était plus précieuse que toute arme forgée dans l'acier. Cela impliquait la connaissance du climat, de la géographie, de la logistique, du moral des troupes et surtout de la psychologie de l'ennemi et de soi-même. Un général maîtrisant ces éléments pouvait anticiper, s'adapter et contrôler le cours du conflit bien avant qu'il ne se manifeste par la violence. L'innovation principale de la pensée de Sun Tzu résidait dans son approche philosophique de la guerre. Il ne la voyait pas comme un acte d'héroïsme individuel ou de gloire personnelle, mais comme une discipline rigoureuse, presque scientifique. Chaque pas devait être calculé, chaque ressource optimisée, chaque faiblesse exploitée, tant chez l'adversaire que dans ses propres rangs. Cette vision transformait le général d'un simple chef d'homme en maître stratège, un calculateur froid et un observateur perspicace de la nature humaine. L'émotion et l'impulsivité étaient les ennemis de la véritable art de la guerre. L'un des concepts centraux de Sun Tzu est que la guerre repose sur la tromperie. Cela signifie que la vérité est un outil à manipuler. Ce que l'ennemi croit que vous êtes, ce qu'il pense que vous ferez, peut être plus décisif que la réalité de vos ressources. L'art de dissimuler vos intentions, de semer la discorde parmi les ennemis, de créer des illusions de force ou de faiblesse, constituait la véritable essence de la victoire sans combat. Cette lame invisible de la pensée stratégique était considérée comme plus dangereuse que toute lame physique, car elle attaquait directement la volonté et la capacité de décision de l'adversaire. L'école de pensée de Sun Tzu remettait en question la notion traditionnelle d'honneur sur le champ de bataille. Il ne s'agissait pas de duels équitables ou d'affrontements frontaux. Il s'agissait d'efficacité. Si la victoire pouvait être obtenue sans verser une seule goutte de sang, ou par la reddition de l'ennemi sous la seule pression psychologique, c'était là la forme supérieure de mener la guerre. Il prônait l'adaptabilité, la fluidité, la capacité d'être comme l'eau qui s'adapte à tout récipient tout en pouvant user la roche la plus solide. Cette compréhension approfondie des fondements de la guerre comme discipline philosophique élevait la stratégie au rang d'art. Sun Tzu enseignait que la plus grande victoire consistait à éviter le conflit, à soumettre l'ennemi par la diplomatie, par l'intelligence ou par une simple supériorité logistique et morale. Quand le combat devenait inévitable, il devait être décisif et rapide, minimisant les pertes et garantissant que le coût de la victoire ne dépasse pas ses bénéfices. L'héritage de Sun Tzu, condensé dans ses aphorismes et paraboles, a dépassé son époque et sa culture. Son art de la guerre est devenu un guide pour les chefs militaires, politiques, entrepreneurs et même pour les individus dans leur vie quotidienne. Il a introduit l'idée que le véritable pouvoir réside dans la compréhension, la prévision et la manipulation de l'environnement.
transformant la guerre d'un acte de violence en un chant de sagesse. La scène est désormais prête pour plonger dans les leçons les plus spécifiques de ce maître, en commençant par la plus fondamentale, celle de se connaître soi-même et son adversaire. Dans l'univers de Sun Tzu, la guerre transcende l'affrontement physique. Elle est avant tout un duel d'esprit, un combat de perception et de stratégie. Le second pilier de sa philosophie, et peut-être le plus célèbre de l'art de la guerre, est l'aphorisme immortel. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'aurez rien à craindre des résultats de 100 batailles. Si vous vous connaissez vous-même, mais que vous ignorez l'ennemi, à chaque victoire, vous subirez une défaite. Si vous ignorez à la fois vous-même et l'ennemi, vous succomberez dans chaque bataille. Cette maxime n'est pas seulement une directive militaire, c'est une vérité philosophique profonde qui s'étend à tous les domaines de la vie, soulignant que la connaissance de soi est aussi essentielle que l'espionnage. Pour Sun Tzu, le général sage ne se jette pas dans le combat avec impétuosité, il se tourne d'abord vers l'intérieur. La connaissance de soi implique une évaluation honnête et rigoureuse de ses propres forces et faiblesses. Quel est le moral de ses troupes? Ses approvisionnements sont-ils suffisants? Ses commandants sont-ils loyaux et compétents? Quelle est sa capacité réelle de manœuvre? Ignorer ces points revient à construire une maison sur du sable mouvant. Un leader qui comprend ses limites peut planifier en tenant compte de celles-ci, évitant les pièges de la surconfiance et s'assurant que chaque ressource soit utilisée là où elle aura le plus d'impact. Le maître qui vainc les armées sans combattre, comme Sun Tzu le décrit, maîtrise d'abord lui-même. Parallèlement à cette introspection se trouve la nécessité impérative de connaître l'ennemi. Cela va bien au-delà du simple fait de connaître le nombre de soldats ou la quantité d'armes dont il dispose. Cela signifie comprendre sa psychologie, ses peurs, ses ambitions, ses vices et ses vertus. Quelle est la culture militaire de l'adversaire? Est-il audacieux ou prudent? Est-il discipliné ou enclin au désordre? Quels sont ses objectifs politiques sous-jacents à la guerre? Où se trouvent ses points faibles en matière de logistique, de morale ou de leadership? L'espionnage n'est donc pas un simple acte de collecte de données. C'est un art exigeant une intelligence et une perspicacité profonde. Sun Tzu défendait l'utilisation extensive d'espions de divers types, natifs, issus du peuple même de l'ennemi, internes, fonctionnaires de l'ennemi, doubles, agents ennemis retournés, jetables, ceux qui sont trompés pour transmettre de fausses informations, et survivants, ceux qui rapportent des informations après leur mission. Chaque type avait un rôle précis dans la construction d'un tableau complet de l'adversaire. Des exemples symboliques de maîtres ayant vaincu des armées uniquement en observant des schémas et en récoltant des informations étaient fréquemment cités dans les cours chinoises. Un général perspicace pouvait anticiper les mouvements de l'ennemi, prévoir ses réactions et même l'induire en erreur fatale, tout avant qu'aucune bataille de grande ampleur ne soit livrée. Cette dualité, regarder vers l'intérieur et observer l'extérieur, constituait la base de la planification stratégique. L'objectif n'était pas seulement d'être plus fort, mais d'être plus intelligent. Sun Tzu enseignait que la force sans intelligence était un aveugle brandissant une épée. La perception sans force, en revanche, était celle d'un observateur impuissant. Le véritable pouvoir résidait dans l'équilibre entre force et perception. Une armée puissante était utile, mais une armée puissante qui comprenait les faiblesses de son ennemi et les siennes propres était invincible. L'application pratique de ce principe permettait de manipuler le champ de bataille de manière à ce que les forces du général soient placées dans une position d'avantage maximal, tandis que celles de l'ennemi soient conduites vers un désavantage insurmontable. Il ne s'agissait pas de combattre bravement, mais de n'engager le combat que lorsque la victoire était certaine, ou lorsque la défaite de l'ennemi était une fatalité calculée. La maîtrise de l'application du principe « connais-toi toi-même, connais ton ennemi » était pour Sun Tzu la véritable marque d'un général supérieur. Il ne voyait pas la guerre comme un test aléatoire de bravoure, mais comme un jeu d'échecs complexe, où chaque pièce, chaque mouvement, était dicté par une connaissance approfondie. L'introspection n'était pas un signe de faiblesse,
mais de sagesse, permettant au leader d'identifier ses propres biais, émotions et angles morts avant qu'ils ne le mènent à sa perte. Le général qui comprenait la psychologie de ses propres troupes, leurs peurs, leurs espoirs, leurs fatigues, pouvait les manipuler pour combattre avec une efficacité maximale ou pour se retirer de manière ordonnée quand cela s'avérait nécessaire. L'art d'observer les schémas chez l'ennemi était élevé par Sun Tzu à un niveau presque mystique. Il ne s'agissait pas seulement de collecter des faits, mais de les interpréter, de voir au-delà de l'évidence. Un maître stratège, disposant d'informations précises de ses espions, pouvait déduire le moral des troupes ennemies à partir de petits signes. Un campement désorganisé, une patrouille négligée, une rumeur de mécontentement interne. De même, il pouvait identifier les ambitions secrètes d'un commandant adverse, ses faiblesses personnelles ou les pressions politiques qui l'affectaient. Cette connaissance approfondie permettait au général inspiré par Sun Tzu d'agir en amont, exploitant ses vulnérabilités sans que l'ennemi ne perçoive le coup qui s'approchait. Considérons l'exemple symbolique d'un maître qui, sans déplacer un seul soldat, sème la discorde entre les généraux ennemis, diffuse de fausses rumeurs sur la pénurie de vivres dans son propre camp, pour inciter l'adversaire à une attaque prématurée ou, au contraire, sur sa force écrasante pour pousser l'ennemi à la retraite. Ces tactiques, fondées sur l'intelligence et la manipulation, étaient des véritables batailles menées par Sun Tzu. La victoire n'était pas célébrée sur des champs inondés de sang, mais autour de la table des cartes, où l'ennemi était désarmé par ses propres convictions et erreurs calculées. L'équilibre entre force et perception était fondamental. Sun Tzu enseignait que la force devait être utilisée avec sagesse, non de manière indiscriminée. C'était comme un arc. La corde, la force, n'était efficace que si la visée, la perception, était précise. Une armée nombreuse, mais dépourvue d'informations sur le terrain ou les intentions de l'ennemi, était un géant aveugle. En revanche, la connaissance sans la capacité d'agir, qu'il s'agisse de forces militaires, de diplomatie ou de logistique, était inutile. La fusion de ces deux éléments créait une synergie invincible. L'application la plus raffinée de ce principe résidait dans la capacité à transformer les désavantages en opportunités. Si son propre armée était épuisée, le général sage pouvait utiliser cette faiblesse apparente pour tromper l'ennemi, l'attirant dans une embuscade. Si le terrain était défavorable, il le manipulait, créant des pièges et l'utilisant à son propre avantage. La guerre, pour Sun Tzu, était un flux constant, une danse de force où la rigidité menait à la défaite et l'adaptabilité était la clé de la survie. Ainsi, l'enseignement de « connais-toi toi-même, connais ton ennemi » n'était pas seulement une question de stratégie militaire, mais une compréhension profonde de l'interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, le visible et l'invisible. C'était une leçon sur la maîtrise de l'esprit sur la matière, où la préparation, l'intelligence et l'autodiscipline étaient les véritables fondations de la victoire. Sun Tzu nous invite à aller au-delà du champ de bataille physique, vers un domaine où l'esprit est l'arme la plus puissante, et où la victoire suprême est atteinte non par la force brute, mais par la pure supériorité de la perception. Dans le cadre philosophique de Sun Tzu, le sommet de la maîtrise militaire ne se trouve pas dans la conquête violente, mais dans la victoire sans combat. C'est là un concept qui élève l'art de la guerre d'un simple manuel tactique à un traité de sagesse profonde. Pour le maître stratège, l'idéal est de dominer l'ennemi sans combattre, de le soumettre avant même qu'un seul coup ne soit échangé. La guerre, perçue comme un mal nécessaire et coûteux, devait être évitée autant que possible et la véritable gloire résidait dans la désintégration de la volonté de se battre de l'adversaire. La prémisse est simple, mais son exécution extrêmement complexe. La victoire complète est celle où l'armée n'a pas à combattre et où les murailles n'ont pas à être détruites. Cela signifie que la stratégie suprême consiste à porter un coup fatal à l'esprit de l'ennemi, non à son corps. Cela peut être réalisé de plusieurs manières, toutes centrées sur la dégradation du moral, du leadership et de la cohésion de l'adversaire avant tout affrontement direct.
Sun Tzu affirmait que le meilleur assaut était celui qui détruisait la stratégie de l'ennemi à la racine. Cela impliquait une analyse approfondie de ses plans, l'identification de points faibles et leur exploitation par des manœuvres politiques, diplomatiques ou de renseignement. Si le général ennemi pouvait être trompé, mal informé ou amené à douter de ses propres intentions, sa capacité à combattre serait paralysée. La guerre idéale est gagnée avant d'être livrée, car elle se résout sur l'échiquier de l'esprit, non sur le champ de bataille. L'un des piliers de cette victoire sans combat est la manipulation des scénarios. Un général astucieux de Sun Tzu créait une réalité déformée pour l'ennemi. Cela pouvait inclure la simulation de mouvements de troupes dans une direction pour détourner l'attention d'une attaque réelle dans une autre, ou la construction de fortifications factices pour inciter l'ennemi à gaspiller des ressources dans un siège inutile. L'objectif était de surcharger la capacité de décision de l'adversaire, le poussant à dépenser des ressources et de l'énergie pour des menaces inexistantes ou des attaques sur des lieux sans valeur stratégique. Les embuscades psychologiques étaient un autre outil essentiel. Elles ne faisaient pas référence à des embuscades physiques dans un défilé, mais à des pièges mentaux. Par exemple, la diffusion de fausses rumeurs dans les rangs ennemis pouvait semer la méfiance entre les commandants, provoquer des désertions ou mener à la désobéissance. Si un roi commençait à douter de la loyauté de ses généraux à cause de rumeurs bien placées, l'armée adverse s'auto-détruirait de l'intérieur, sans besoin de confrontation. L'information ou la désinformation devenait alors l'arme la plus puissante. Cette forme de guerre est un jeu d'ombre, où la discrétion et l'invisibilité sont cruciales. Le général de Sun Tzu ne cherche pas la reconnaissance par de grandes batailles. Il cherche la victoire silencieuse, celle qui ne laisse aucune trace de combat, seulement un effondrement inexpliqué de l'ennemi. Le triomphe se manifeste par la soumission sans résistance, l'abandon de l'adversaire ou son autodissolution. Pour le maître, vaincre, c'est ne jamais être touché, c'est-à-dire atteindre l'objectif sans subir de pertes, sans s'exposer à des risques inutiles. La préservation de ses propres forces était aussi importante que la destruction de l'ennemi. Sun Tzu soutenait que la destruction de l'État ennemi devait être évitée si possible. La conquête était moins souhaitable que la soumission. Détruire des villes et des terres signifiait hériter d'un fardeau. Il était bien plus efficace de forcer l'ennemi à se rendre intact en préservant ses ressources et sa population. Cette vision pragmatique, centrée sur l'efficacité et l'économie des ressources, était révolutionnaire pour son époque. La maîtrise de Sun Tzu dans la victoire sans combat résidait dans la capacité à déployer ses forces de manière à intimider et démoraliser l'ennemi, rendant le combat impossible. Il enseignait que la simple démonstration d'une force écrasante, combinée à une réputation d'invincibilité, pouvait suffire à pousser un adversaire à déposer les armes. Cela exigeait une compréhension profonde de la psychologie humaine, la peur de l'anéantissement, la perception d'un désavantage insurmontable et l'inéluctabilité de la défaite. Pour le maître, le général qui n'avait pas besoin de lever le petit doigt pour que l'ennemi cède était le véritable génie militaire. Les tactiques pour dominer sans combattre incluaient la formation d'alliances stratégiques isolant l'ennemi, l'utilisation habile de la diplomatie pour semer la méfiance entre ses alliés et l'usage de ressources financières pour corrompre ses officiers. La guerre était un spectacle de pouvoir et de tromperie, où l'apparence comptait plus que la réalité. Une armée pouvait sembler invincible, même si ses forces étaient limitées, si sa capacité à manipuler les scénarios était supérieure. L'utilisation de rumeurs et de désinformation était une technique cruciale dans ce jeu d'ombre. Sun Tzu voyait l'esprit de l'ennemi comme le véritable champ de bataille, semer des informations fausses sur ses propres faiblesses pour attirer une attaque précipitée, ou sur sa force écrasante pour provoquer la fuite, étaient des manœuvres qui ne coûtaient pas de vie, seulement de l'intelligence et du secret. L'objectif était que l'ennemi s'autodétruise par ses propres actions, fondées sur des perceptions trompeuses. La guerre devenait alors un duel d'information et de perception. La victoire sans combat se manifestait aussi dans la capacité d'un général à épuiser l'ennemi sans affrontement direct.
Bloquer les routes d'approvisionnement, saboter le moral des troupes adverses par des opérations psychologiques ou même utiliser la fatigue de l'ennemi à son avantage étaient des moyens de l'affaiblir progressivement. L'adversaire, épuisé et démoralisé, finirait par se rendre, préférant la soumission à l'anéantissement total. Le niveau le plus élevé de maîtrise, selon Sun Tzu, était de vaincre sans être touché. Cela signifie atteindre ses objectifs sans subir de pertes, sans exposer ses propres forces au risque du combat. C'est une victoire qui préserve les ressources, les vies et l'intégrité de son propre armée. C'est la manifestation suprême du pragmatisme, où le rapport coût-bénéfice de chaque action est rigoureusement évalué. Il n'y a pas de gloire vaine, il n'y a que le résultat efficace. Cette approche transformait la guerre d'un acte de violence en un art de persuasion, d'intimidation et de désorganisation. Le général de Sun Tzu n'était pas un héros menant des charges, mais un calculateur invisible, orchestrant l'effondrement de l'ennemi à distance. Sa présence se faisait sentir dans le désespoir de l'adversaire, dans la désintégration de sa stratégie et dans sa reddition finale. L'ennemi était, en effet, détruit par ses propres convictions et son incapacité à discerner la vérité dans le labyrinthe complexe des tromperies. En somme, le chapitre 3 de Sun Tzu n'est pas seulement une leçon sur les tactiques militaires, c'est un guide vers la suprématie stratégique dans tout conflit. Il nous enseigne que la force la plus puissante n'est pas celle qui s'affiche par la bravoure, mais celle qui se cache dans l'intelligence, la patience et la capacité de manipuler la réalité. C'est l'art de vaincre sans combattre, de s'assurer que la guerre idéale soit gagnée avant même d'être livrée, dans le silence des plans et dans l'esprit de l'adversaire. Au cœur de la philosophie militaire de Sun Tzu réside un principe aussi audacieux que controversé: la guerre repose sur la tromperie. Cette affirmation, répétée à travers les siècles, n'est pas une licence pour la malhonnêteté pure, mais une directive pour la manipulation stratégique de la perception de l'ennemi. Pour le maître chinois, la vérité était une arme à manier avec précision. La tromperie n'était pas un vice moral, mais une vertu tactique, essentielle pour la victoire sans combat et la préservation de ses propres forces. La prémisse est claire: si l'ennemi connaît sa véritable force, ses véritables plans et ses véritables faiblesses, il peut se préparer et contre-attaquer efficacement. L'objectif du général sage est donc de créer un brouillard d'incertitude et d'illusion qui paralyse la capacité de décision de l'adversaire. Cela implique la dissimulation à tous les niveaux, tactique, opérationnel et stratégique. Sun Tzu enseignait que, pour tromper l'ennemi, un leader doit être à la fois prévisible et imprévisible, fort et faible, présent et absent. Des épisodes épiques de manipulation et de tactiques illusoires jalonnent les légendes militaires qui reflètent les enseignements de Sun Tzu. Un exemple classique serait le général qui, pour attaquer l'Est, feint de préparer une offensive massive à l'ouest. Il déplace des troupes, construit des camps factices, envoie des messagers avec des informations forgées sur une attaque imminente à l'ouest. L'ennemi, réagissant à cette menace perçue, dévie ses forces vers la défense de l'ouest, laissant l'est vulnérable pour le véritable assaut. C'est un jeu d'apparence, où le théâtre de la guerre est plus important que le combat réel. La création d'armées fictives était une autre manifestation de cette doctrine. Un nombre limité de troupes pouvait être fait pour paraître une force écrasante, grâce à des stratagèmes comme la dispersion de drapeaux et de tambours sur une grande zone, ou l'allumage excessif de feux de camp la nuit pour simuler un campement bien plus vaste. La panique et le découragement causés par la perception d'une menace supérieure pouvaient pousser l'ennemi à la fuite ou à la reddition avant même que la véritable force ne soit révélée. L'esprit de l'adversaire devenait ainsi la première et principale victime de la tromperie. L'envoi de fausses informations était un art en soi. Des espions doubles, des agents mal informés ou même des messages codés destinés à être interceptés pouvaient pousser l'ennemi à prendre des décisions désastreuses. Un général astucieux pouvait laisser fuiter des informations sur une route d'approvisionnement vitale qui serait sans protection, attirant l'ennemi dans une embuscade.
où il pouvait répandre que ses propres troupes étaient malades et démoralisées, encourageant une attaque précipitée qui se terminerait en désastre pour l'adversaire. La crédulité de l'ennemi était exploitée sans pitié. En outre, la manipulation du terrain modifié était une tactique puissante. Modifier le paysage pour créer l'illusion d'un raccourci sûr menant à un piège ou dissimuler des obstacles pour ralentir l'avancée ennemie étaient des moyens d'utiliser l'environnement comme complice de la tromperie. Une vallée qui semblait être une voie de fuite sécurisée, mais qui était en réalité une impasse, pouvait sceller le destin d'une armée entière. L'environnement devenait alors partie intégrante du théâtre des illusions. Sun Tzu ne voyait pas la tromperie comme un acte isolé, mais comme une constante. Le général maîtrisant le chemin de la tromperie était toujours un pas en avance, contrôlant le récit de la guerre. L'objectif suprême était que l'ennemi soit détruit par ses propres convictions, par ses suppositions erronées, basées sur les illusions créées. Il combattait contre des fantômes, poursuivait des ombres et finissait par tomber dans des pièges qu'ils avaient eux-mêmes aidés à construire. Telle était la véritable essence de la guerre stratégique pour Sun Tzu, un combat livré dans l'esprit avant que la moindre goutte de sang ne soit versée. La maîtrise de Sun Tzu dans l'art de la tromperie ne se limitait pas à de grandes tactiques. Elle s'immisçait dans chaque détail de la campagne. Il soulignait que la capacité de feindre la faiblesse quand on est fort et la force quand on est faible était cruciale. Si son armée était nombreuse et puissante, le général astucieux de Sun Tzu la ferait paraître petite et désorganisée, invitant ainsi à une attaque précipitée de l'ennemi. Inversement, si ses forces étaient réduites, il les exagérerait, créant l'illusion d'un géant pour intimider et dissuader l'adversaire d'attaquer. L'objectif était toujours de contrôler la perception de l'ennemi, le forçant à réagir à son illusion et non à sa réalité. Les tactiques illusoires impliquaient aussi la manipulation du temps. Une armée pouvait marcher rapidement vers un point, puis ralentir soudainement ou changer de direction, faisant gaspiller de l'énergie à l'ennemi dans des poursuites infructueuses. La dispersion des forces pour sembler plus nombreuses sur plusieurs fronts, où la concentration des forces sur un seul point décisif était alternée rapidement et secrètement, semant la confusion complète dans le renseignement adverse. L'ennemi, incapable de discerner l'intention réelle, réagirait à de multiples fantômes, s'épuisant et divisant ses propres forces. La création de pièges psychologiques était fondamentale. Cela incluait la simulation d'une retraite dans une panique feinte, pour attirer l'ennemi dans un terrain défavorable où une embuscade réelle l'attendait, ou l'exposition de drapeaux et étendards ennemis capturés, ou de butins de guerre factices, pour démoraliser les troupes adverses et miner leur confiance en leur propre commandement. Des fausses informations étaient envoyées de manière à sembler interceptées accidentellement, ajoutant une couche d'authenticité à la tromperie. La psychologie de la peur et du doute était exploitée au maximum. Sun Tzu abordait aussi l'importance de ne pas répéter les tactiques de tromperie. Une ruse réussie, si elle était utilisée à nouveau, serait rapidement reconnue. L'art consistait dans l'innovation constante et l'adaptation, maintenant l'ennemi dans un état perpétuel d'incertitude et de déséquilibre. Le général maîtrisant la tromperie était un maître de la fluidité, jamais attaché à une seule méthode, toujours un pas en avant de la compréhension de l'adversaire. Ses tactiques de manipulation allaient au-delà du champ de bataille. La tromperie était appliquée dans les négociations diplomatiques, où de fausses promesses ou menaces pouvaient déstabiliser des alliances et semer la discorde entre États ennemis. L'infiltration d'agents pour diffuser de la propagande ou corrompre des officiers ennemis était une extension naturelle du principe selon lequel la guerre repose sur la tromperie. L'objectif était de ronger la structure de l'ennemi de l'intérieur, rendant toute résistance inutile. Le résultat final de ce jeu d'illusions était l'anéantissement moral et stratégique de l'adversaire. L'ennemi, entouré d'une réalité fabriquée, épuisé par des poursuites de fantômes et divisé par des informations fausses, finissait par s'effondrer sous le poids de ses propres décisions erronées.
Ce n'était pas la force physique de Sun Tzu qui le vainquait, mais sa propre confusion et son désespoir. L'ennemi détruit par ses propres convictions est la preuve suprême du succès du chemin de la tromperie. Pour Sun Tzu, la capacité à tromper était le reflet d'une connaissance de soi profonde et d'une compréhension encore plus grande de l'ennemi. C'était l'expression suprême de l'équilibre entre force et perception, où l'intelligence devenait l'arme la plus puissante. Le chemin de la tromperie n'était pas une fuite de la guerre, mais son essence même, livrée dans les ombres de l'esprit, où la victoire était garantie avant même que le sang ne coule. Dans l'univers stratégique de Sun Tzu, la guerre est rarement une question de simple supériorité numérique ou technologique. Au contraire, c'est une danse délicate de force et de contre-force, d'opportunité et de risque. Le cinquième pilier de sa philosophie, l'équilibre des forces, plonge dans la complexité de la gestion de la dynamique du champ de bataille. Sun Tzu enseignait qu'un général doit être un maître dans l'art d'équilibrer les forces visibles et invisibles, utilisant l'énergie et la forme pour manipuler l'ennemi et le conduire à la défaite, même dans des situations de désavantage apparent. La force visible, Zheng en chinois, désigne ce qui est direct, évident et attendu. La formation frontale des troupes, l'attaque directe, la force brute. C'est la partie de l'armée que l'ennemi voit et s'attend à affronter. La force invisible, qui en chinois, en revanche, est ce qui est indirect, inattendu et surprenant. Un flancement soudain, une embuscade cachée, une manœuvre de diversion. C'est la ruse, la surprise, la manœuvre qui déséquilibre l'adversaire. Pour Sun Tzu, la véritable art de la guerre résidait dans l'interaction constante et fluide entre Zheng et Qi. La force visible fixe l'attention de l'ennemi, tandis que la force invisible porte le coup décisif. La combinaison efficace de ces deux forces permettait à un général de transformer le chaos en ordre et la faiblesse en avantage. Sun Tzu illustrait cela par la métaphore d'un torrent qui roule des pierres. L'eau elle-même n'a pas de force, mais sa forme et le terrain qu'elle utilise créent un pouvoir irrésistible. De même, une armée, quelle que soit sa taille, doit être façonnée et dirigée pour créer un élan écrasant que l'ennemi ne peut pas résister. L'un des défis les plus critiques que Sun Tzu abordait était la manière de gérer des troupes fatiguées et au moral brisé. Il reconnaissait que la fatigue et le découragement étaient des ennemis aussi dangereux que l'adversaire lui-même. Dans ces moments, la force brute était inutile. À la place, le général sage devait revitaliser ses hommes par des incitations, comme des promesses de récompense, ou par des manœuvres restauratrices de confiance, comme une petite victoire stratégiquement orchestrée pour remonter le moral. Il ne s'agissait pas seulement de repos physique, mais de restaurer l'esprit de combat. La transformation de la faiblesse en piège était une tactique avancée de cet équilibre. Sun Tzu enseignait que, parfois, le meilleur moyen de vaincre un ennemi supérieur était d'exposer une faiblesse apparente, l'invitant à une attaque imprudente. Une armée épuisée pouvait simuler une retraite désordonnée, attirant l'adversaire dans une embuscade sur un terrain défavorable. Ou une petite garnison pouvait laisser une forteresse apparemment mal défendue, incitant l'ennemi à l'attaquer sans prudence, tombant dans un piège préparé. La faiblesse, bien utilisée, devenait un appât mortel. Le chapitre 5 est un chapitre tendu, car il explore la gestion du chaos et de l'incertitude. La guerre est intrinsèquement chaotique, et le général qui la maîtrise est celui qui parvient à imposer sa volonté au pandémonium. Cela exige non seulement du courage, mais aussi une clarté de pensée et une capacité d'adaptation lui permettant d'ajuster Zheng et Qi en temps réel, répondant aux changements du champ de bataille par des mouvements que l'ennemi ne peut pas prévoir. C'est l'art d'être fluide comme l'eau et rapide comme le vent, apparaissant là où l'ennemi est faible et attaquant là où il s'y attend le moins. La victoire réside dans la capacité de déséquilibrer, de désorienter et finalement de désorganiser la cohésion de l'ennemi. Tout cela grâce à un équilibre calculé des forces. La capacité d'équilibrer les forces visibles et invisibles était, pour Sun Tzu,
l'essence de la maîtrise tactique. Le zheng, la force directe et frontale, servait à engager l'ennemi, à le fixer et à le distraire. Toutefois, la victoire décisive venait du qi, la force indirecte et surprenante qui frappait l'adversaire là où il s'y attendait le moins. Imaginez un général qui avance avec son infanterie lourde, zheng, au centre, forçant l'ennemi à concentrer ses défenses là. Pendant ce temps, une force plus petite et plus mobile, qi, contourne silencieusement, attaquant l'arrière-garde non protégée ou les approvisionnements. L'ennemi, focalisé sur la menace frontale, est pris par surprise et désorganisé par un coup inattendu. Cette interdépendance entre le direct et l'indirect permettait de transformer la faiblesse en piège. Si l'armée d'un général était numériquement inférieure, il pouvait utiliser son zheng pour une démonstration de force calculée en un point, tandis que son qi était prêt pour une embuscade ailleurs. Ou encore, il pouvait simuler une retraite désorganisée, faisant s'étirer l'ennemi et exposer ses lignes d'approvisionnement et de communication, transformant la poursuite en un piège mortel. Sun Tzu enseignait que la faiblesse, bien camouflée, pouvait être le meilleur appât pour un ennemi arrogant. Gérer des troupes fatiguées, au moral brisé, exigeait un leadership perspicace. Un général sage n'imposait pas de nouveaux sacrifices sans but. Au contraire, il utilisait l'arrière-garde pour protéger les épuisés, accordait de courtes pauses stratégiques et surtout leur donnait un espoir de victoire. Cela pouvait être réalisé par des objectifs clairs et atteignables, des promesses de récompense ou l'assurance que chaque sacrifice aurait un sens. Restaurer la foi d'un soldat était aussi vital que de recharger son carquois de flèches. Le chapitre 5 est tendu, car il reflète la dure réalité du champ de bataille, où le contrôle du chaos fait la différence entre la vie et la mort. Le général doit être capable d'évaluer rapidement la situation, d'adapter ses plans et d'exécuter des manœuvres complexes sous une pression intense. Sun Tzu voyait le champ de bataille comme un organisme vivant et changeant. La rigidité menait à la défaite. La capacité de changer le point d'attaque, d'inverser la formation et de tromper l'ennemi sur ses véritables intentions était essentielle pour maintenir l'équilibre. Il abordait aussi l'importance de la discipline et du contrôle. Une armée, aussi puissante soit-elle, était inutile sans la capacité de ses hommes à obéir aux ordres et à maintenir la cohésion sous l'attaque. Le général devait être un maître dans la motivation, mais aussi dans la sanction, garantissant que l'ordre soit maintenu même dans les moments de désespoir. C'est la capacité de transformer une masse chaotique d'individus en une force cohérente et souple, capable de s'adapter à tout défi. En essence, l'équilibre des forces concerne l'art d'être imprévisible. Il s'agit de savoir utiliser l'énergie et la forme de son armée pour créer une dynamique que l'ennemi ne peut pas décrypter. L'ennemi détruit par ses propres convictions est celui qui n'a pas perçu le jeu entre zheng et qi. Il se défend contre ce qu'il voit, mais est frappé par ce qu'il ne perçoit pas. La victoire finale, pour Sun Tzu, n'est pas un accident, mais le résultat d'un équilibre minutieux des forces, où l'esprit stratégique surpasse la simple bravoure. C'est l'art de guider le chaos vers la victoire. Dans le répertoire des stratégies de Sun Tzu, peu sont aussi radicales et contre-intuitives que le concept du terrain de la mort. Il s'agit d'un scénario de désespoir calculé où toutes les voies de fuite sont délibérément coupées et où l'unique option restant aux troupes est la victoire ou l'anéantissement. Pour le maître stratège, lorsqu'il n'y a plus de sortie, la victoire est certaine, car l'esprit humain, confronté à l'obligation de survivre, libère un potentiel de férocité et de détermination inégalé. Le terrain de la mort, aussi appelé terrain mortel ou terrain du désespoir, est l'une des 9 classifications du terrain que Sun Tzu décrit dans L'art de la guerre. C'est la situation la plus périlleuse, où l'armée se trouve dans une position sans retraite, encerclée, ou avec ses lignes d'approvisionnement et de communication coupées. C'est l'opposé d'un terrain favorable, où l'on dispose d'espace pour manœuvrer et se retirer. Pourtant, pour Sun Tzu, cette extrême adversité pouvait être transformée en un avantage stratégique décisif. La théorie derrière le fait de forcer son propre armée à combattre pour sa survie repose sur la psychologie humaine.
Quand un soldat sait qu'il n'a nulle part où fuir, que la retraite est impossible et que la défaite signifie la mort certaine, son instinct de survie s'embrase avec une intensité accrue. La peur de la mort imminente et l'absence d'alternative éliminent toute hésitation, transformant la troupe en une force unie et désespérée, capable d'exploits autrement impensables. Ils ne combattent pas pour la gloire ou pour un chef, ils combattent pour leur propre survie. Sun Tzu croyait qu'en un terrain de la mort, le moral de l'armée s'unifiait et s'élevait à un niveau extraordinaire. Les divisions internes, les plaintes et la fatigue cédaient la place à une détermination farouche. Les soldats oubliaient leur peur individuelle et se concentraient sur la lutte collective pour survivre. Ils attaquaient avec une férocité dépassant largement celle d'une armée ayant la possibilité de se retirer. L'absence d'une sortie physique forçait une sortie mentale. La seule direction possible était en avant, vers la victoire. Un exemple classique, bien que symbolique pour Sun Tzu, serait celui d'un commandant qui, en débarquant ses troupes sur un territoire ennemi pour une bataille décisive, ordonne de brûler les ponts ou de couler les bateaux qui les ont amenés. Ce geste symbolique et littéral envoie un message sans équivoque aux soldats. Il n'y a pas de retour. La seule façon de rentrer chez soi, de survivre, est de remporter la bataille qui se présente. Confrontés à cette réalité, les soldats combattent avec un zèle et une résilience qui surprennent l'ennemi et parfois eux-mêmes. Cette tactique était évidemment extrêmement risquée. Elle exigeait un leadership absolument confiant et une évaluation précise de la situation. Utiliser le terrain de la mort de façon imprudente équivalait à s'exposer à l'anéantissement total. Le général, choisissant cette stratégie, devait être certain que l'ennemi serait pris par surprise par la férocité soudaine des troupes désespérées, ou que sa propre capacité logistique et de renseignement serait suffisante pour inverser le cours d'une situation apparemment sans espoir. Le terrain de la mort n'était pas conçu pour des batailles prolongées, mais pour une attaque finale et écrasante. C'était une stratégie de tout ou rien, un dernier recours qui, bien appliqué, garantissait qu'aucun soldat ne reculerait. L'essentiel n'était pas la force de l'ennemi, mais la psychologie de ses propres troupes, poussées à l'extrême de leur capacité combative. La décision d'amener une armée sur le terrain de la mort était la preuve suprême de l'audace et de la confiance d'un général dans la philosophie de Sun Tzu. Ce n'était pas une stratégie à utiliser à la légère, mais réservée à quand toutes les autres options de manœuvre ou de tromperie étaient épuisées, et où la victoire devenait une nécessité absolue pour la survie. Pour le maître, c'est à ce point de non-retour que l'essence véritable de la volonté de combattre d'une armée est forgée. L'essence du terrain de la mort réside dans la transformation du désavantage en arme psychologique. Une armée encerclée ou dos au mur contre une rivière infranchissable n'a plus la possibilité de reculer et de se réorganiser. Chaque soldat sait que sa seule chance de voir le lendemain est de combattre avec une férocité sans précédent. Cela libère une énergie latente de survie que nulle armée ayant des voies de fuite ouvertes ne pourra jamais égaler. L'esprit de l'ennemi, qui s'attend à une reddition ou une fuite désespérée, est alors surpris par une violence soudaine et implacable. La théorie de forcer son propre armée à combattre pour survivre touchait aussi à la psychologie du leadership. Un général se plaçant dans la même situation de risque que ses troupes, brûlant les ponts derrière lui avec elles, inspirait une loyauté et un engagement que nulle menace de punition ne pourrait atteindre. C'était la solidarité dans le désespoir qui unissait l'armée en une seule volonté de vaincre. Dans ce scénario, les grades et hiérarchies s'effaçaient devant un objectif commun, la survie. Un exemple classique, bien qu'attribué à des figures historiques reflétant la pensée de Sun Tzu, est celui d'un commandant qui se positionne intentionnellement dans une zone de terrain défavorable, peut-être une vallée étroite ou des marécages derrière, pour affronter un ennemi supérieur. Apparemment, une position suicidaire. Pourtant, le véritable objectif est d'éliminer l'option de fuite, forçant ses troupes à combattre avec la rage des condamnés.
L'ennemi, sous-estimant la détermination de l'adversaire, avance avec confiance pour être accueilli par une résistance brutale et désespérée qui le fait fuir en désordre. Le terrain de la mort ne visait pas à écraser l'ennemi par la force, mais par une explosion d'énergie concentrée et terrifiante. Il s'agissait de transformer la menace d'anéantissement en catalyseur de victoire. Le commandant doit être certain que cette explosion initiale de férocité sera suffisante pour briser le moral de l'ennemi, car il n'y aura pas de seconde chance. La durabilité n'est pas un facteur, la décision rapide et écrasante est tout. Pour Sun Tzu, la capacité d'un général à utiliser le terrain de la mort était un indicateur de sa profonde compréhension de la psychologie de la guerre. Il ne s'agissait pas seulement de manipuler l'ennemi, mais de manipuler ses propres troupes, les poussant à leurs limites pour qu'elles surpassent l'impossible. C'est un concept qui démontre le sang-froid et le calcul nécessaires à la guerre stratégique. Quand toutes les options sont épuisées, le désespoir devient l'arme la plus puissante. Ainsi, le chapitre 6 nous enseigne que même dans la situation la plus terrible, la victoire peut être forgée si la stratégie consiste à transformer le désespoir en détermination inébranlable. La phrase « Quand il n'y a plus de sortie, la victoire est certaine » résonne comme un rappel sombre et puissant de la capacité humaine à combattre pour la vie lorsqu'elle est confrontée à l'abîme. Au sommet de la sagesse stratégique de Sun Tzu se trouve le paradoxe du général invisible. Contrairement à l'image populaire des leaders charismatiques à la tête de leurs armées, le maître chinois enseignait que le véritable chef ne brille pas, il manipule les étoiles. Telle est l'essence du chapitre sur le leadership suprême. Un commandant dont les actions sont si subtiles et imperceptibles que l'ennemi ne peut discerner sa présence ou ses intentions, mais dont les résultats sont indéniables et dévastateurs. Pour Sun Tzu, la gloire personnelle était un piège. Un général cherchant la reconnaissance par des démonstrations de bravoure ou de puissance ostentatoire était prévisible, donc vulnérable. La véritable maîtrise résidait dans la capacité d'orchestrer les événements de telle sorte que la victoire semble surgir d'une suite naturelle d'événements, voire des erreurs de l'ennemi lui-même, sans que la main du maître soit perçue. Le général invisible opère dans l'ombre, influençant le cours de la bataille depuis les coulisses, sans jamais s'exposer. Le concept d'humilité tactique est central à cette philosophie. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'un pouvoir si profond qu'il n'a pas besoin d'être affiché. Un commandant restant caché peut observer le champ de bataille avec plus de clarté, libre des pressions du conflit direct et de la nécessité de réactions impulsives. Il peut analyser les informations de ses espions, planifier des contre-mouvements et déployer ses forces avec une précision chirurgicale, sans que l'ennemi sache qui commande réellement ou quelle est sa véritable stratégie. Ce type de leadership fonctionne par la manipulation des scénarios, une extension du chemin de la tromperie. Le général invisible ne donne pas d'ordre direct traçable jusqu'à lui. Au contraire, il crée les conditions pour que ses subordonnés, voire l'ennemi, prennent les décisions qu'ils souhaitent. C'est comme un jardinier cultivant un champ. Il n'oblige pas les plantes à pousser, mais prépare le sol, arrose, engraisse et oriente la lumière du soleil, garantissant une récolte abondante. De même, le général invisible prépare le terrain stratégique pour que la victoire fleurisse d'elle-même. La discrétion est l'arme principale du général invisible. Ses messages sont chiffrés, ses ordres transmis par plusieurs canaux pour brouiller toute tentative d'interception, et ses mouvements voilés par la brume de la désinformation. L'absence d'une figure centrale et visible sur le champ de bataille en fait une cible impossible à atteindre. L'ennemi ne sait pas qui capturer, qui démoraliser ou qui affronter directement, car le commandement est diffus et adaptable. Le pouvoir de l'humilité tactique réside aussi dans sa capacité à semer le doute chez l'ennemi. Si l'adversaire ne peut identifier le leader ou la structure de commandement, il commence à douter de son propre renseignement et de la solidité de ses informations. Cette incertitude est un poison qui ronge le moral et la cohésion de l'armée ennemie, la poussant à des erreurs et des hésitations.
L'ennemi est détruit par ses propres convictions et par l'absence de cible claire. Cette approche du leadership culmine dans l'idée que le succès stratégique ne dépend pas de ce que fait le général, mais de ce qu'il permet d'arriver. Il ne dirige pas par le commandement direct, mais par l'influence subtile, l'établissement de principes clairs et la création d'un environnement où la victoire est l'aboutissement inévitable d'un plan bien orchestré. La marque du véritable leader pour Sun Tzu est qu'il laisse son empreinte sur chaque mouvement, mais sa présence reste indétectable, comme un fantôme guidant le destin de la bataille. La maîtrise du général invisible, selon Sun Tzu, se manifeste dans la capacité à créer une illusion de chaos ou d'aléatoire, qui en réalité cache un ordre méticuleux. Il ne lance pas de grands ordres depuis le sommet d'une colline, mais tisse un réseau complexe d'actions et de réactions aboutissant à la défaite de l'ennemi. Cette approche exige un contrôle absolu sur l'information, tant celle qui est révélée que celle qui est cachée. Le général invisible est un maître de la désinformation et de la contre-information, faisant combattre l'adversaire contre des fantômes et poursuivre des ombres. Le pouvoir de l'humilité tactique permet au général de s'adapter rapidement, sans la nécessité de maintenir une image publique ou de suivre des protocoles rigides. Il peut changer ses plans en un instant, sans que l'ennemi le remarque. Cette fluidité constitue un désavantage insurmontable pour un adversaire cherchant une cible fixe ou une stratégie prévisible. Il est comme l'eau qui prend la forme du récipient, mais peut user la roche la plus dure par sa persévérance et son adaptabilité. Ce type de leadership n'est pas centralisé autour d'un individu, mais repose sur des principes et une doctrine. Le général invisible manipule les étoiles en établissant un système où ses commandants de terrain, même sans ordres directs et constants, comprennent la vision d'ensemble et agissent de façon cohérente, comme guidés par une main invisible. Cela est atteint par un entraînement rigoureux, une communication efficace des principes et une culture d'initiative et d'adaptabilité parmi les troupes. Le résultat est une armée agissant comme un seul organisme, chaque partie contribuant à l'objectif final, sans besoin d'un leader visible brandissant une épée en première ligne. Sun Tzu enseignait que le meilleur moyen de vaincre un ennemi était de le faire douter de ses propres généraux, de ses propres informations et de sa propre capacité de décision. Si l'adversaire ne pouvait identifier la source de ses problèmes, qu'il s'agisse de trahison interne, d'erreurs tactiques ou de simple malchance, il commencerait à s'autodétruire de l'intérieur. Le général invisible est le catalyseur de cette désintégration, opérant sur un plan si subtil que l'ennemi ne peut attribuer la cause de sa ruine à une seule force extérieure. Le véritable leader, donc, ne cherche ni louange ni adulation. Sa satisfaction réside dans la victoire silencieuse, dans la défaite de l'ennemi sans que sa main soit révélée. Il se moque de la renommée, seul le résultat compte. La discrétion et le secret sont ses plus grandes vertus. C'est pourquoi il laisse sa marque sur chaque mouvement, mais reste caché, un fantôme guidant le destin de la bataille. En définitive, le chapitre 7 de Sun Tzu sur le général invisible est une leçon sur le pouvoir suprême de l'intelligence, de l'adaptabilité et du contrôle de la perception. C'est une invitation à repenser le leadership, non comme un spectacle de force, mais comme une orchestration subtile d'événements poussant l'ennemi à sa perte par ses propres moyens, sous l'influence imperceptible d'un maître de la guerre. La plus grande victoire est celle que l'ennemi ne comprend pas comment il l'a perdue, et la plus grande gloire est celle du commandant qui manipule le champ de bataille depuis les ombres. L'héritage de Sun Tzu dépasse largement les champs de bataille sanglants de sa Chine antique. Avec le chapitre 8, la guerre éternelle, la philosophie du maître atteint son apogée, révélant que la guerre, comme enseignement, transcende le champ de bataille. Il ne s'agit pas seulement de tactique pour les armées, mais de principes universels pour la vie, le leadership et toute forme de compétition ou de conflit humain. Sun Tzu est présenté non seulement comme un stratège militaire, mais comme un archétype du guerrier philosophe, dont les leçons sont intemporelles et applicables dans tous les domaines. La vision de Sun Tzu de la guerre éternelle
signifie que le conflit, sous ses diverses formes, est une constante de l'existence humaine. Que ce soit la compétition sur le marché, les luttes politiques, les défis personnels ou même les batailles intérieures que nous menons dans chacune de ces situations, les principes de l'art de la guerre, se connaître soi-même et connaître l'ennemi, chercher la victoire sans combat, utiliser la tromperie et équilibrer les forces, se révèlent des outils indispensables pour le succès et la survie. Le maître chinois enseignait que la véritable sagesse ne consiste pas à éviter le conflit, ce qui est souvent impossible, mais à le comprendre profondément et à savoir le traverser avec le minimum de pertes et le maximum de gains. La guerre, dans ce sens élargi, est une métaphore de la vie. Les tactiques de Sun Tzu sont en réalité des directives pour vivre avec un but, où l'adaptabilité, la prévision et la patience sont des vertus essentielles. L'archétype du guerrier philosophe incarné par Sun Tzu est celui d'un individu combinant l'acuité intellectuelle, la discipline et le pragmatisme. Ce n'est ni un intellectuel détaché du monde réel, ni un guerrier agissant uniquement par instinct. C'est quelqu'un qui réfléchit profondément à la nature des choses, analyse les complexités, puis agit avec précision et efficacité. Il comprend que la force brute sans intelligence est autodestructrice et que l'intelligence sans capacité d'action est inutile. Les leçons de Sun Tzu se retrouvent dans chaque décision stratégique, qu'il s'agisse d'une salle de réunion d'entreprise, d'une campagne politique ou de la gestion d'un projet complexe. L'évaluation des ressources, la compréhension de l'environnement concurrentiel, l'identification des forces et faiblesses des adversaires, concurrents, opposants, défis, et la recherche de solutions innovantes évitant le conflit direct ou minimisant les pertes sont des échos directs des enseignements anciens. Le chemin de la tromperie se manifeste dans les stratégies de marketing, les négociations et les mouvements politiques, où la perception compte autant que la réalité. L'intemporalité de l'œuvre de Sun Tzu est ce qui en fait la guerre éternelle. Elle ne se limite pas aux armes et aux armées d'une époque, mais parle de la psychologie humaine, de la dynamique du pouvoir et de la nature du succès. C'est pourquoi, des millénaires plus tard, ces enseignements continuent d'être étudiés par des leaders de tout domaine, en quête de sagesse face au conflit. Cette perspective finale de Sun Tzu est une invitation au développement personnel continu. Tout comme un général ne cesse jamais d'apprendre et de s'adapter aux nouvelles réalités du champ de bataille, l'individu en quête de sagesse éternelle doit constamment chercher le savoir, perfectionner ses compétences de perception, de planification et d'exécution. La guerre éternelle rappelle que l'apprentissage et l'adaptation sont des processus continus et que la véritable victoire est la capacité de prospérer dans un monde en perpétuel changement. L'universalité des enseignements de Sun Tzu dans la guerre éternelle réside dans sa profonde compréhension de la nature humaine et de la dynamique de tout système. Il observait que la compétition et le conflit sont intrinsèques à la vie et que la sagesse ne consiste pas à les éliminer, mais à les dominer. L'archétype du guerrier philosophe qu'il incarne est celui d'un maître voyant au-delà de la surface des événements, comprenant les courants cachés qui façonnent le succès et l'échec. Pour Sun Tzu, la guerre était un processus continu d'adaptation. Tout comme une rivière s'adapte au terrain, un stratège doit s'adapter aux circonstances en constante évolution. Cette fluidité est essentielle pour la victoire dans tout domaine. Il enseignait que la rigidité conduit à la rupture, tandis que la flexibilité permet la survie et la croissance. C'est une leçon fondamentale, non seulement pour le champ de bataille, mais pour la gestion des crises, l'innovation et le leadership en toute époque. Les leçons du maître persistent dans chaque décision stratégique. Depuis la manière dont une entreprise planifie une nouvelle campagne de marketing, en évaluant ses concurrents et le marché, connaître l'ennemi et le terrain, jusqu'à la façon dont un individu gère un projet complexe, en utilisant ses points forts et en compensant ses faiblesses, se connaître soi-même. La quête de la victoire sans combat se reflète dans des négociations réussies, où des accords sont conclus avant que la concurrence ne s'intensifie, ou dans des stratégies neutralisant un opposant sans besoin d'affrontement direct.
Le chemin de la tromperie, si central pour Sun Tzu, résonne dans la guerre de l'information moderne et la psychologie de la persuasion. Dans les sphères politiques, économiques et sociales, la manipulation de la perception et la création de récits sont des outils puissants pour influencer les résultats sans besoin de bataille physique. La capacité de dissimuler ses véritables intentions, de semer le doute et de guider les décisions de l'adversaire par des informations sélectives est une manifestation directe de l'ancienne sagesse de Sun Tzu. Le concept du général invisible, agissant dans les coulisses en manipulant les étoiles sans briller, est l'incarnation du leadership efficace dans un monde complexe. C'est le leader qui responsabilise son équipe, fait confiance à ses subordonnés et crée un système fonctionnant de manière autonome, sans besoin de microgestion ou d'exhibition personnelle. Sa marque est dans les résultats, non dans la gloire individuelle. La guerre éternelle est donc une invitation à la réflexion constante et à l'amélioration continue. Sun Tzu nous rappelle que l'apprentissage ne s'arrête jamais et que la quête de sagesse est un voyage sans fin. Chaque défi, chaque conflit, qu'il soit militaire, personnel ou professionnel, offre une nouvelle opportunité d'appliquer et d'affiner les principes de l'art de la guerre. Le maître chinois, par son héritage, continue d'être une voie guide pour toute intelligence en quête de sagesse au milieu du conflit. Son œuvre n'est pas seulement un guide pour la guerre, mais un phare pour la vie stratégique. La guerre éternelle de Sun Tzu nous montre que la stratégie est un chemin sans fin. Quel autre maître ou événement historique aimeriez-vous que le canal Imperadores explore ensuite? Partagez votre suggestion en commentaire. Et si vous appréciez le savoir qui a façonné des empires, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour continuer à découvrir les esprits les plus brillants de l'histoire. Votre voyage vers la sagesse continue ici. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire. Ceci est la chaîne Imperadors. À bientôt.